Échangeurs Turcotte, une émission où on parle d'enjeux importants pour les gens de la MRC. Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de quand même sérieux, mais qui peut nous toucher, on ne sait jamais quand, l'Alzheimer. Donc, on a avec nous deux fantastiques personnes de la Société d'Alzheimer du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai avec moi Vicky Lavoie, coordonnatrice clinique pour la Société d'Alzheimer du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et Juliette Lemao, conseillère aux familles régionales. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Pour commencer, là, bon, l'Alzheimer, on a l'impression qu'on sait c'est quoi, parce que, bon, on a entendu beaucoup parler. L'image qu'on a, c'est quelqu'un qui perd peut-être l'usage de la parole ou la mémoire. C'est quoi exactement l'Alzheimer? Comment on pourrait la définir pour les gens? Là? Je ne sais pas, de manière peut-être plus scientifique ou peut-être plus précise. Là, je ne sais pas à qui parler, là. Je vous regarde. Là. Prenez la parole quand vous vous sentez interpellé. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie du vieillissement. Ça touche les neurones du cerveau, dans les neurones et autour des neurones. Et donc, effectivement, ça touche toutes les fonctions cognitives, mais de façon différente d'une personne à l'autre. Okay. Et puis, c'est dégénératif. Ça veut dire que, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de guérison possible. On la soigne, on accompagne, mais il n'y a pas de guérison pour le moment. Ça va tout le temps aller en grandissant, si on veut. C'est ça aussi? Mais quand on parle de dégénérescence, là, c'est tout le temps augmentant? On parle d'une progression au niveau des symptômes, ce qui veut dire que les symptômes vont devenir de plus importants, de plus en plus global. Il va y avoir des atteintes, en fait, au niveau du cerveau, vont toucher plusieurs lobes. Et ils vont être les symptômes vont être plus importants, donc beaucoup plus lourds pour les activités de la vie quotidienne, en fait. Okay. Puis, il y a une nuance à faire aussi, peut-être entre, en fait, un trouble neurocognitif léger versus vraiment une pathologie du vieillissement, un trouble neurocognitif majeur, comme l'Alzheimer. OK. Trouble neurocognitif, mettons que je veux vulgariser ça pour quelqu'un qui sait pas, qui comprend pas ça, comment je pourrais y expliquer ça? En fait, un trouble neurocognitif, c'est vraiment des symptômes qui vont être liés soit à l'attention, la confusion, un peu comme Juliette disait, toutes les fonctions au niveau du cerveau, la mémoire, le raisonnement, le jugement. Donc, toutes les facultés du cerveau qui fait qu'on est capable d'être qui on est aujourd'hui et d'en discuter ensemble. Donc l'Alzheimer, ça fait partie de ça, mais c'est pas nécessairement que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la démence Parkinson, la démence vasculaire, frontotemporale. Il y en a plusieurs autres plus rares aussi après. Exactement. Ouais. Par contre, la maladie d'Alzheimer, souvent, c'est celle qu'on parle parce qu'elle touche 60 à 80 dans toute la famille des troubles neurocognitifs, mais c'est la plus présente. Okay. C'est elle qu'on entend parler le plus souvent, pour là, cette raison-là. Tu as nommé le mot démence. C'est un mot qu'on entendait souvent. Ma mère, elle me disait tout le temps, j'ai peur de faire de la démence quand je vais être vieille. Là, démence et Alzheimer, c'est pas la même chose. Démence, c'est l'ancien mot pour trouble neurocognitif. Ah, OK. Bon. Ouais. Ça mais l'Alzheimer est une démence, en fait. Est une forme de démence, finalement. Une forme de démence. En fait, nous, en tant que travailleurs pour la Société Alzheimer, et en fait, on fait aussi partie de la grande famille de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Puis nous, c'est vraiment, on n'utilise pas le terme démence parce que souvent, les gens, ils trouvent ça... ils ont des préjugés. C'est la stigmatisation qui vient avec ce terme-là. Donc, même si démence est encore utilisé quand même dans le jargon médical, je vous dirais. Là. Mais nous, avec notre approche là, personnalisée sur la personne, nous, on est vraiment spécialistes de l'approche centrée sur la personne. Donc, on n'utilise pas le terme démence parce que c'est ça, il y a trop de stigmatisation. Les gens trouvent ça péjoratif. Souvent, ça fait appel à la folie et tout ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on utilise vraiment et on préconise le terme trouble neurocognitif. Okay. Avant de plonger dans le sujet de manière plus précise, je sais qu'il y a des gens vieillissants, des fois, ils se disent ils ont peur de faire de l'Alzheimer. Je pense que c'est normal d'avoir cette crainte-là. Mais il faut faire attention. Quand on vieillit, on perd des habiletés, mais ce n'est pas nécessairement lié à l'Alzheimer nécessairement. On est d'accord? Il y a plein d'autres causes qui peuvent faire qu'on a certains symptômes, en fait, mais ça peut être la fatigue, ça peut être le stress, ça peut être l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, des troubles de la glande thyroïde aussi, du métabolisme, en fait. Donc, il y a plusieurs causes, en fait, qui peuvent amener des symptômes similaires.
OK, mais que c'est pas nécessairement mais qui n'ira pas, que ce n'est pas, la cause n'est pas pareille, en fait. C'est que la cause va être reliée à d'autres choses, comme on vient de nommer, alors que la cause d'une maladie neurocognitive, ben, on parle vraiment des changements biologiques au niveau du cerveau, de 2 mécanismes qu'on appelle, là, je vais aller juste dans les grandes lignes parce que je pense pas que... Non, c'est correct. De pousser très loin là-dedans, mais en fait, c'est la protéine Tau, en fait, qui va agir, qui va s'accumuler, qui est une protéine toxique pour la cellule. Puis il y a aussi des plaques amyloïdes qui vont se former autour de la gaine des cellules du cerveau, des cellules nerveuses, en fait. Donc, c'est vraiment ces 2 principes-là qui est à la base là, des troubles neurocognitifs, là, principalement pour l'Alzheimer, en fait. OK. Fait que là, vous travaillez pour la Société d'Alzheimer du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parlez-moi de cet organisme-là, son importance, sa mission, à quoi il nous sert collectivement, là, parce que j'imagine que c'est pas juste pour les personnes atteintes d'Alzheimer, ça doit être aussi pour la communauté. Je sais pas, là, moi, je suis naïf là. Ben, en fait, la mission, je veux dire, on peut juste simplement parler de notre mission, c'est vraiment d'augmenter la qualité de vie des personnes atteintes. Nous, au centre de notre mission, c'est vraiment la personne atteinte de troubles neurocognitifs. Mais on sait que quand on parle de maladie d'Alzheimer, par contre, on va aussi beaucoup travailler avec la famille, avec le proche aidant, qui va avoir vraiment une importance capitale pour nous parce que souvent, c'est eux qui viennent chercher de l'aide et non la personne atteinte. Donc, souvent, on va travailler de pair avec le proche aidant. Puis, je vous dirais que globalement, nos services, c'est pour améliorer la qualité de vie. Pour ce faire, il y a Juliette qui pourrait vous parler du soutien, en fait, psychosocial qui est offert par les conseillères. Puis peut-être les services un petit peu plus spécifiques aux conseillères. Oui. Les conseillères, dans chaque secteur, elles rencontrent les personnes atteintes et les proches aidants pour accompagner, pour informer. On a de la documentation à donner sur les maladies neurocognitives, sur la façon d'agir, sur les choses à prévoir, par exemple. On propose des suivis psychosociaux, donc pour accompagner les peurs, les enjeux, etc. On accompagne. Après, on propose aussi les activités, donc ARS, activités récréatives et sociales. En fait, on a comme 2 formes de services peut-être un petit peu plus concrets pour les gens qui vont nous écouter. C'est qu'on offre du répit-stimulation, que ça soit individuel à la maison. Donc, une intervenante de chez nous va se déplacer à domicile. Puis là, elle va stimuler la personne. Ce que ça fait, en fait, c'est que là, ça va maintenir les capacités de la personne atteinte, parce que là, on va la stimuler physiquement, cognitivement. Donc, on va préserver ses capacités. Parce que plus qu'on les utilise... Oui, comme un muscle, j'imagine. Oui, effectivement. Dans le fonctionnement. Là. Plus qu'on pratique notre réserve cognitive, plus qu'on utilise notre réserve cognitive, notre fonctionnement cognitif, mais en fait, plus qu'il va se muscler, si on veut, puis on va pas... dans le fond, ça ne soignera pas la maladie. Par contre, on peut peut-être retarder l'évolution des symptômes. Donc, ça vient stimuler, donc maintenir les capacités le plus longtemps possible chez la personne atteinte. Et donc, l'autonomie, tout ce qui va avec, le sentiment d'utilité, etc. Oui, exactement. Donc, l'intervenante va être avec la personne atteinte. Et ce qui fait aussi, c'est que la personne proche aidante, qui souvent est 24 heures sur 24 avec la personne, ça peut devenir exigeant, ça peut devenir lourd. Donc, cette personne-là bénéficie d'un moment pour elle, d'aller faire l'épicerie, aller prendre un café avec un ami, aller au gym, prendre soin d'elle aussi, qui est super important. Oui. Donc, on a le maintien, le répit à domicile, mais on a aussi le répit de groupe. Et je vous dirais qu'il est encore mieux, si on veut, dans le sens que le répit de groupe, c'est la personne atteinte qui vient passer une journée chez nous. Par semaine. Avec d'autres personnes. Par semaine, oui, c'est ça. Normalement, c'est une journée par semaine chez nous. Donc là, tu as l'effet de groupe. Puis le social, on va voir si on a la chance de parler des facteurs de risque, en fait, que les échanges sociaux, c'est super important pour le maintien des capacités. Puis, donc là, vraiment, là, ils vont faire des activités encore là de stimulation, mais en groupe. Puis, du fait même que ça va offrir encore une fois le répit aux proches aidants, mais cette fois-ci, ça va être une journée plus complète. Là. Ça va être comme de 9h30 à 15h30. Par contre, vu qu'on est quand même pour la télévision de la MRC, Maria Chapdelaine, ce qu'on pourrait spécifier, c'est que pour l'instant, nos services ne sont pas assez connus.
Ouais. Donc, on n'a pas assez de demandes pour ouvrir ces deux services-là. Partout. Parce tout que le nous, il temps. faut comprendre qu'on est un organisme régional. Mhm. On couvre tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a 5 points de service. Chicoutimi, Jonquière, Alma, la Maison-Mère. On a aussi Maria-Chapdelaine, on a un bureau à Dolbeau et un à Saint-Félicien pour Domaine-du-Roi. OK. Par contre, de Domaine-du-Roi et Maria-Chapdelaine, on n'est pas assez connus, malheureusement. Ce qui fait qu'on n'a pas assez de demandes pour développer ces services-là de répit que je viens de vous expliquer. Ouais. OK. Bon, ben, le mot est lancé. Faites des demandes. Non, mais il faut Téléphonez-nous, le dire. Oui. vraiment. Oui. On va donner vos coordonnées à la fin de l'émission. OK. Bon. Là, quand est-ce qu'on s'inquiète? Tu sais, je sais pas, non, mais tu sais, là, on vieillit, je sais pas. Puis là, une année, j'ai oublié tel mot, fais-tu l'Alzheimer, tu sais. Quand est-ce qu'on s'inquiète? Quand est-ce on allume une petite lumière jaune, on dit on va aller consulter? Je sais pas comment ça se passe. Là. Ouais. Alors, mais déjà, quand est-ce qu'on s'inquiète? Faut savoir que dans la maladie d'Alzheimer, il y a 80% de, un grand mot, anosognosie. Donc ça, c'est un grand mot pour dire qu'on n'a pas conscience de notre maladie. Ah, OK. C'est qu'on le voit pas. Là. Non, on oublie qu'on oublie, en fait. Ouais, OK. Ouais. Donc déjà, la personne elle-même, très souvent, ne va pas avoir conscience qu'elle oublie. Et donc, c'est les proches autour qui vont commencer à s'inquiéter. Mais là encore, c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce que c'est le vieillissement normal? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est la maladie? Parce que dans le vieillissement normal, il y a aussi un certain ralentissement. On a un peu plus de mal à faire deux choses en même temps, etc. Ouais. Fait que, OK. Donc, effectivement, aller faire des examens et avoir un diagnostic, ça peut durer plusieurs années, en fait, entre le premier symptôme et puis le diagnostic. Puis une nuance importante, en fait, à faire entre un vieillissement normal, c'est que le vieillissement normal, oui, il va y avoir des atteintes, comme Juliette vient de le préciser. Par contre, ces atteintes-là ne viendront pas affecter notre manière de vivre au quotidien. Alors, ils ne viendront pas nuire à nos activités de la vie quotidienne qu'on appelle dans le jargon médical les AVQ. Ce qui veut dire que la personne va être vraiment capable de faire ses habitudes-là, ses tâches familières. Elle va les faire vraiment peut-être avec une lenteur. Peut-être que des fois, elle va avoir des petits manques de mots, des petits oublis. Mais ça ne nuira pas à sa capacité de faire ses activités de la vie quotidienne, d'entretenir sa maison, de faire à manger, de faire le ménage et tout ça. OK. Fait que donc, c'est souvent les personnes autour qui vont s'en apercevoir. Si on s'inquiète, on peut se poser la question. En fait, les deux grandes différences, c'est que dans le vieillissement normal, même si on oublie une information, on oublie le nom de la voisine, elle va nous le dire, on va dire « Ah oui, c'est vrai ». Avec un indice, on va s'en souvenir. Ouais. C'est pas perdu à tout jamais. Alors que dans la maladie d'Alzheimer, non, ça ne reviendra pas. C'est que là, je vais te dire, hey, je m'appelle Pierre, je suis ton voisin. Hein? Ah oui, enchanté. C'est un peu ça, là. Comme s'il ne me connaissait pas. Ouais. Et deuxième chose, dans la maladie d'Alzheimer, apprendre de nouvelles choses, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Ça se peut, mais vraiment beaucoup plus difficile. Alors que dans le vieillissement normal, on est capable d'apprendre des nouveaux lieux, des nouvelles personnes, des nouvelles connaissances, etc. Ça peut être plus difficile, mais la capacité demeure quand même. La capacité toujours là. Oui, exactement. Là, on s'est inquiété, on consulte. Finalement, le diagnostic tombe. Un choc, j'imagine. Est-ce que c'est plus un choc pour justement les proches autour ou la personne? Est-ce qu'elle est consciente de... Tu sais, je ne sais pas comment ça se passe. C'est une bonne question. Là. Je suis peut-être... Oui, c'est une bonne question. Puis je vous dirais qu'il n'y a pas nécessairement de réponse toute faite parce que je vous dirais que c'est pour ça que nous, on préconise beaucoup l'approche centrée sur la personne. C'est que la maladie va évoluer différemment d'une personne à l'autre. Juste si la personne est dans le déni, si elle ne l'accepte pas, ben déjà là, ça va beaucoup jouer sur comment que ça va être pris par la personne, d'être dans le déni, tout ça. L'acceptation, c'est une grosse étape qui est importante. Ouais. Certains vont la traverser, puis il y en a d'autres qui l'accepteront jamais. Okay. De la personne qui a la maladie et des proches. Du proche aidant. OK, oui, les proches aussi, ils peuvent... Ils peuvent être dans le déni, en tout cas dans la non-acceptation.
oui. Fait que là, ils fait, viennent pas aider la personne qui est malade, finalement, dans ce temps-là. ça peut être ça, ou ça peut être, on peut voir qui confronte la personne en permanence, de dire, ben, t'as fait ça parce que c'est ta maladie, t'as oublié ça parce que c'est ta maladie, mais la personne étant anosognosique, elle n'a pas conscience qu'elle a oublié, qu'elle n'a pas fait quelque chose. Ouais. Donc, ça confronte en permanence. Ouais. Ouais, puis ça doit être... Je sais pas, les gens se fâchent ou quoi, tu sais, comment les gens réagissent? J'essaie de me mettre dans la peau, en fait, de quelqu'un, tu sais, de dire, ben non, j'ai oublié, mais non, j'ai juste oublié, c'est pas ça. Est-ce que ça devient fâchant ou est-ce que les gens, je sais pas, Oui, ben en fait, c'est... je sais pas, comme si je te disais, Pierre, tu as 82 ans. Non. Presque. Tu es persuadé que tu n'as pas 82 ans. Okay. C'est comme ça. C'est comme si c'était une autre réalité. Ah, OK, ça va aussi loin que ça, là. Oui, la personne ne se sentira pas nécessairement concernée. Pas du tout. Donc, puis en même temps, il y a des fluctuations. Tu sais, moi, j'ai déjà rencontré des gens à mon bureau que, OK, oui, tu sais, j'ai des problèmes de mémoire, mais tu sais, c'est pas si pire que ça va. Puis après, tu ramènes, mettons, les services, tu essaies d'expliquer, puis la personne, ah non, mais moi, j'ai pas de trouble de mémoire, là. Non, Okay. non, moi, ça va très bien, là, c'est correct, j'ai pas besoin d'aide. Okay. Donc, tu sais, c'est vraiment... donc, c'est quand même... c'est des gens qui sont quand même difficiles à aider dû à ça. Mais je vous dirais que nous, on utilise quand même des stratégies pour détourner. Tu sais, souvent, on n'entrera pas dans ce jeu-là de... Non, vous savez, vous avez des troubles neurocognitifs. Ça sert à rien. Ouais, nous, ouais. ce qu'on veut, finalement, c'est aider. Donc, on va détourner un petit peu notre approche pour dire, ben non, mais tu sais, venez, non, mais c'est important de prendre soin de sa santé physique, mais cognitive. Venez nous voir, on a des activités. Donc, tu sais, les conseillères sont vraiment habitués, ils ont de l'expérience, sont habilités aussi pour aller chercher la personne où ce qu'elle est. C'est vraiment ça qui est important, c'est qu'on va la chercher dans ses capacités, dans sa manière de voir les choses. Donc, c'est à nous à s'adapter à la personne pour l'amener, pour finalement améliorer sa qualité de vie, peut-être lui faire accepter. Puis, il y a un autre point aussi qui est important, de l'acceptation, puis de la manière que ça peut être pris, c'est si la personne l'accepte, l'approche aidante, ça doit être plus facile. et la personne atteinte, ben, c'est que là, elle s'informe, elle va chercher des services. Là, elle a du pouvoir sur sa maladie, sur comment qu'elle va vivre avec la maladie. Donc, ça change tout. Ça change tout, en fait, la manière de vivre avec... Dans votre approche axée sur la personne, donc, j'imagine que la première fois que vous rencontrez une personne, il y a un moment où vous devez devoir être capable de cibler, elle est rendue où dans la phase de sa maladie, comment elle l'accepte, comment... Ça se fait en une rencontre ou ça se fait sur un plus long terme? Comment ça se passe quand vous rencontrez les personnes? Donc, c'est la conseillère qui va rencontrer une première fois les personnes. Tu rencontres la personne ou les proches aidants? En même temps? Excuse-moi, là, j'ai plein de questions. Oui. On peut avoir le proche aidant au téléphone dans un premier temps pour un premier contact, par exemple. On essaye de les rencontrer quand même pour avoir vraiment une vision le plus complète possible. Souvent, ces rencontres-là, je m'excuse Juliette, sont à domicile aussi. Okay. Donc, c'est vraiment la conseillère qui se déplace à domicile. Donc, ça l'aide souvent à avoir un meilleur sentiment de confiance. Puis un meilleur aperçu parce qu'on voit l'environnement, on peut faire des liens, on peut, tu sais, puis on voit la personne dans son milieu. Elle agit dans son milieu. Ouais. Donc on essaye de comprendre les symptômes, comment ça se passe à la maison en fait, qui fait quoi, est-ce qu'elle est capable de faire telle ou telle chose ou est-ce que elle le fait plus parce qu'elle en a pas envie. Qu'elle est plus capable parce que le proche ne laisse pas le choix. Ça peut être ça aussi. Ouais. Et puis, on essaye de cerner la demande. Est-ce que c'est une demande de soutien de la part du proche aidant? Est-ce que c'est une demande de répit? Est-ce que c'est une demande de stimulation? Encore une fois, en groupe ou à la maison? Puis peut-être que la personne, elle ne sait pas là, les services qu'ils ont. Fait que votre rôle aussi, c'est d'un peu de faire le panorama de comment on peut vous aider, là, de quoi vous avez besoin. Nous, on peut vous offrir tel éventail de services. Est-ce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne? Oui, c'est ça.
Voilà ce qui existe. Ce que vous me dites là, j'ai l'impression que ça pourrait vous intéresser, ça pourrait être bénéfique pour vous. Ouais. On peut aussi, les conseillères aussi vont faire des références dans le milieu. Je veux dire, puis là, tu sais, vu que nous, on est pour tout le secteur, mais certains milieux vont avoir des ressources plus que d'autres ou moins. Donc, tu sais, ils sont vraiment... ils connaissent chaque milieu, en fait, pour vous référer aux bonnes personnes parce qu'on ne couvre pas tout, en fait. Les troubles neurocognitifs, il y a des enjeux sur beaucoup de sphères de la vie, puis on ne couvre pas nécessairement tout, mais par contre, on fait des références selon le besoin de la personne aussi, là. On peut même, en cas des collaborateurs, peut être le CLSC, le soutien à domicile. Souvent, il va y avoir beaucoup d'entraide là, avec les CLSC. OK, génial, génial. Est-ce qu'on peut prévenir... Ben, tu sais, c'est quoi les facteurs de risque de l'Alzheimer? Tu sais, parce que là, on se dit, là, je ne l'ai pas encore, j'aimerais ça que... Tu sais, j'imagine que c'est les saines habitudes de vie, mais est-ce qu'il y a des facteurs plus précis qui peuvent nous aider à ne pas l'avoir ou qui seraient des facteurs de protection ou facteurs de risque? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va savoir là? Oui, oui, je pense que c'est super important. Puis justement, récemment, je suis allée au colloque de la Fédération, puis on parlait beaucoup de l'importance de ces facteurs-là, les facteurs de protection, parce qu'on dit même qu'en fait, il y a deux grandes familles, en fait. Tu as les non modifiables, donc on n'a pas d'emprise, et tu as les modifiables. Dans les facteurs qui sont non modifiables, c'est pas compliqué, il y en a deux. Il y a l'âge. Ouais, ben oui. Il y a l'âge et il y a la génétique. Oui, c'est ça que j'allais dire. On ne peut pas modifier ça. On est avec et le temps fait son œuvre. Puis est-ce que génétiquement, si on a eu de l'Alzheimer dans notre famille, on est plus à risque d'avoir de l'Alzheimer? Là, on va ailleurs. Peut-être qu'on pourrait y revenir tantôt, mais en fait, c'est qu'il y a deux grands types de maladies, la familiale ou la sporadique. Okay. Et si on revient avec nos facteurs de risque, on disait qu'il y avait des modifiables et des non modifiables. Donc, ceux qui sont non modifiables, on parlerait d'un 60% en fait de chance. Il y a 60% de chance d'avoir l'Alzheimer qui est relié aux facteurs que je viens de dire, l'âge et la génétique. Fait qu'on a à peu près 40%. Ou ce qu'on a du pouvoir. Ouais, c'est ça. Donc, il y a 40%, ce qui est quand même énorme. Puis je vous dirais que c'est quasiment meilleur que les médicaments qui sont là pour ralentir actuellement. C'est que si on met tous ces facteurs-là modifiables dans notre sac à outils puis dans nos forces, bien, on peut quand même jouer sur 40% des risques de l'avoir ou non. Puis si on joue avec ces facteurs-là, si on les utilise à bon escient, en fait, c'est qu'on peut même... Il y a des études qui disent qu'on pourrait même repousser le début de l'apparition des premiers symptômes jusqu'à 10 ans. OK, ce qui est énorme. Quand même, ben oui. Donc, si on ne fait pas attention à notre hygiène de vie, alors normalement, on dit, 70 ans, j'aurai un début peut-être 65-70 ans, un début d'Alzheimer, alors que si dans mon deuxième mois, qui a des saines habitudes de vie, bien, si ton début d'atteinte est à 80 ans, ça change toute la game. Oui, absolument. Parce que plus c'est tard, plus ça évolue aussi lentement. Okay. Donc, finalement... On est gagnant d'avoir des bonnes habitudes de vie. Ben oui, vraiment. En général, pas dans la vie. Dans tout, en fait. Dans tout. Puis c'est quoi ces saines habitudes-là qu'on devrait avoir ou c'est quoi les facteurs de risque qu'on devrait éviter? Alors, ce qui joue, c'est l'alimentation. Avoir une alimentation saine aide. Ce qui est recommandé, c'est la méditerranéenne. J'ai souvent de la misère à le dire, mais c'est souvent celle-là qui est privilégiée. Là. OK. Ouais. Quand on parle de méditerranéenne, mettons que les gens ne savent pas c'est quel type de nourriture. On parlait d'huile d'olive, en tout cas. Oui, c'est bon, c'est correct. Ben, les bons gras, en fait, les oméga-3, donc les poissons. Ça va être de manger varié des légumes. Ce qu'on va parler aussi, c'est pas trop de sel, pas trop de sucre, des aliments transformés. Donc, de cuisiner des aliments sains. Plus que Et là, je dirais... Encore plus, mettons, c'est sûr que là, si on parle de biologique, mais on enlève la toxicité qui est dans nos aliments. Donc, ce qui est bio, frais, des légumes, puis les poissons, je dirais que c'est le principal au niveau de l'alimentation. OK. Bon. Puis après ça, as-tu d'autres... Oui, certainement. Le tabagisme joue. L'activité physique. Les rapports, les contacts sociaux. Oui. Ouais.
Fait que quelqu'un d'isolé a plus de chances de développer la maladie. C'est un facteur très important. OK. Même, je vous dirais que l'isolement va être un très grand facteur pour les facteurs de risque. Il y a aussi un bon suivi médical. Souvent, on va conseiller un bon suivi médical parce qu'une personne qui prend soin de sa santé, qui soigne son diabète, qui soigne son hypertension, qui soigne son hypercholestérolémie, va être beaucoup plus... va vraiment éliminer des facteurs de risque. Alors qu'une personne qui est diabétique, mais qui est mal contrôlée, qui est mal suivie, bien là, ça devient un facteur de risque. Alors que si elle le gère bien, ça devient un facteur de protection. Ah, OK. Donc, c'est vraiment très important d'avoir une compliance au niveau de sa médication, un bon suivi médical aussi pour pallier, puis même la dépression. Ouais. La dépression est un facteur de risque aussi. Ce que je veux dire, la santé mentale, en fait. La santé mentale, en général. Oui, parce que ça, l'anxiété... c'est difficile à gérer. Oui, mais prendre soin de soi, ne serait-ce que prendre un temps pour... C'est ça, pour dire, oh, là, je suis stressée, je suis anxieux. Ouais. L'anxiété, effectivement, c'est un facteur de risque. La dépression... je pense qu'on a fait quand même un bon tour, effectivement, des facteurs de risque. Oui, OK. Je pense que ça va pas bien dans mon cas. Ah non? J'en coche une couple, là. Le facteur de risque, on n'a pas parlé de l'alcool aussi. L'alcool? Ça fait peut-être partie un peu de l'alimentation, là, mais boire modérément. Modérément. Donc, c'est, je vous dirais de suivre les recommandations là, d'éducalcool. Normalement. Mais finalement, ce que je comprends, c'est que ces facteurs-là ne sont pas des facteurs de risque pour l'Alzheimer, sont des facteurs de risque pour plein d'autres maladies. Donc, quelqu'un qui a une vie saine risque de vivre plus longtemps ou d'avoir moins de maladies que quelqu'un qui a une vie malsaine. Oui, il n'y a pas de nouveau. À ce niveau-là, c'est les mêmes, effectivement, que plusieurs maladies cardiovasculaires ou dépression ou autres. Là, c'est bon pour tout. Tu parlais tantôt de la médicamentation, donc la science évolue quand même avec la maladie. Est-ce que les traitements médicaux sont intéressants ou c'est encore des balbutiements là, on est plus dans l'expérimentation? C'est un sujet complexe un peu dans le sens que les études, c'est correct, mais je veux dire, c'est que les études en ce moment, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont plus au niveau des biomarqueurs. Des biomarqueurs. Ça, ce qui veut dire un biomarqueur, c'est la présence de la protéine tau ou de la protéine amyloïde, si on veut. Okay. Ça, on peut la retrouver soit au niveau du cerveau, on peut la répertorier avec des scans, ou un TEP scan, souvent qu'on appelle, ou avec le liquide céphalorachidien. On va prélever le liquide avec une ponction lombaire. C'est du jus de cerveau. Du jus de cerveau dans la... Oui, c'est ça, dans la moelle épinière. Puis, le troisième, qui est nouveau, en fait, il y a eu des études là, qui ont paru l'été passé, sur quoi qu'il y a maintenant des tests sanguins aussi. Okay. Donc, qui est très facile, là, c'est des tests sanguins, le même type que si tu... qu'une prise de sang ordinaire que tu vas prendre. Mais maintenant, on serait capable éventuellement de les avoir au Canada. Okay. Mais ce n'est pas encore, c'est encore au niveau des études. OK. Donc... Puis ça aide juste à ralentir la maladie ou... En fait, ça, c'est vraiment pour diagnostiquer. Là, là, ce que je viens d'expliquer, c'est vraiment les moyens pour dire, OK, c'est vraiment un trouble neurocognitif, la maladie d'Alzheimer. Par contre, ce que ça fait, c'est que plus c'est pris tôt, plus on a d'emprise sur la maladie, sur la qualité de vie, sur l'évolution et tout ça. Puis, un des problèmes avec en fait, ces examens-là, c'est que c'est des examens qui sont coûteux, qui sont invasifs, c'est douloureux, une ponction lombaire et tout ça. Puis que c'est pas accessible parce que c'est coûteux, c'est douloureux. Puis c'est que c'est pas accessible à un grand nombre de personnes. Fait que là, les recherches avec peut-être la prise de sang, ce qui est intéressant, c'est que là, ça pourrait être appliqué à un grand nombre de personnes. Au niveau de la prévention, on serait vraiment gagnant collectivement. Au niveau de la prévention, là, on est gagnant collectivement de dire, mais si c'est juste une prise de sang qui est abordable, qui est accessible à un grand nombre de personnes, là, c'est quand même une belle avancée. Alors qu'au niveau des médicaments, je vous dirais qu'il y a des nouveaux médicaments qui commencent à faire leur apparition, mais est-ce que c'est vraiment significatif par rapport aux médicaments qu'on a déjà? Ouais. C'est mitigé. On ne sait pas encore. Oui, c'est ça. Mais ça continue il y a des balbutiements, mais on ne sait pas réellement la portée encore de
ces médicaments-là qui sont nouveaux, d'une nouvelle génération de médicaments. Ouais, je comprends. En tout cas, ce qui est positif, c'est que la recherche continue, dans le sens que plus il y a de gens qui ont une maladie, plus il y a de l'investissement dans ce type de recherche-là. Ouais. Mais les meilleures avancées, comme je dis, c'est vraiment de diagnostiquer le plus tôt possible et le plus grand nombre de personnes, parce que c'est pas vrai que le fait d'avoir un diagnostic fait que t'as plus de vie, que c'est la fin. Ouais. Ça, souvent, on se bat contre les préjugés, contre la stigmatisation des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler, en fait. Ouais. Parce que c'est ça, de savoir qu'on est atteint ne viendra pas nous briser du jour au lendemain. C'est graduel. On a encore des beaux moments à vivre, puis encore... des projets, Oui, vraiment. Okay. Je vous arrête une minute. On prend une petite pause. Restez avec nous. C'est vraiment intéressant. À tout de suite. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. On est de retour sur notre émission sur l'Alzheimer. Je vous rappelle qu'on est avec Vicky Lavoie et Juliette Lemao de la Société d'Alzheimer du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, je voulais me garder une portion pour parler des proches aidants. Parce que j'ai l'impression que c'est fondamental, je pense, dans cette histoire-là. Parce que comme la personne qui est atteinte de la maladie perd des habiletés, elle a besoin d'aide. Donc, comment les gens accueillent ça quand... Comment ça se passe quand quelqu'un dans sa famille est atteint de la maladie, puis d'organiser les proches aidants, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement. Comment ça se passe? Comment vous vivez ça, vous? Oui, mais effectivement, moi je dis que c'est comme un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Donc, le proche aidant principal, ça peut être le conjoint, ça peut être un enfant. Ouais. Souvent, il y en a un ou deux, puis après, il y a d'autres qui peuvent graviter, mais parfois, on voit aussi qu'ils sont très seuls. Ça se peut. Ouais. Ah oui, des gens seuls, en plus, ça doit être extrêmement difficile. Oui. Et donc, on voit un épuisement progressif parce que au début, la personne qui a la maladie, elle reste assez autonome, ça va. Et puis, le proche aidant peut faire des activités pour lui. Il peut partir, il peut... aller faire son épicerie. Il n'est pas obligé d'être là 24 heures sur 24. C'est ça qu'on comprend. C'est ça. Mais plus la maladie progresse, plus c'est demandant. C'est ça. Plus il y a besoin de l'accompagnement pour les gestes du quotidien, plus il y a besoin d'une sécurité. Donc, on voit que le proche aidant a tendance à se replier, à faire moins de choses pour lui et qu'il vit pour la personne qui a la maladie. Donc, ça demande énormément de patience, ça demande énormément d'empathie pour comprendre la maladie et pourquoi la personne fait ça ou ne fait pas ça ou me parle de ça ou répète 5 fois la même chose. Ça demande de l'écoute, de l'observation, parce que ça va permettre de comprendre, encore une fois, pourquoi tel comportement, pourquoi hier ça allait très bien et aujourd'hui il est confus, et il se lever tard, ou voilà, ce genre de choses. Donc, ça serait quoi le proche aidant idéal? Comment on devrait aborder cette fonction-là, je ne sais pas trop comment l'appeler, ce rôle-là, sans non plus, parce que c'est un geste d'amour aussi, là, c'est super beau, là, il y a quelque chose de très noble là-dedans, mais sans non plus se mettre à terre ou s'oublier pour pas non plus tomber puis casser là, durant le processus pour pouvoir continuer d'aider. Comment on devrait aborder ça? Bien, en fait,
c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'idéal, parce OK. qu'il y a autant de relations différentes, proches aidants aidés, qu'il y a de situations OK, oui, oui, différentes. je comprends. Dans le sens que si vous avez un couple uni avec de l'amour, ils vont vivre la maladie souvent de la même manière qu'ils ont vécu. Et on va le ressentir dans la différence que dans la maison, on va le sentir, ça, dans la patience, quand il y a de l'amour, ben, on voit qu'il y a une différence. Donc, c'est sûr que, l'idéal, c'est que l'amour soit là. Ça, c'est sûr, parce que c'est très fort. Puis, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'avavec les personnes atteintes d'Alzheimer, c'est que la mémoire émotionnelle est très, très importante. OK. Donc, si la personne, le proche aidant, il est calme, il l'accepte, ben il va vibrer le calme, il va être dans l'acceptation, va être plus positif, et la personne atteinte va le sentir. Parce qu'à un moment donné, elle n'aura pas de concept de conception de sa maladie. Donc, elle va être dans l'instant présent. Et si dans l'instant présent, ben mon proche aidant, il est calme, il est dans l'humour. Ouais. Il est dans l'humour et ne dit pas « Ah, ben là, moi, mais tu me l'as répété, ça fait 4 fois, là, c'est assez, là, je suis tannée. » Donc, s'il est dans la patience, c'est ça, et, ben, ça va se ressentir. Donc, parce que, je veux dire, les mots vont avoir de moins en moins d'importance pour la personne atteinte. Ça va être vraiment la présence, le ressenti, le toucher affectueux, le ton verbal va avoir beaucoup plus d'impact pour la personne. Elle va se sentir en sécurité. Puis, tu sais, on niaisait un petit peu, moi puis Juliette, dans l'auto, en s'en venant tantôt. Tu sais, pour montrer un exemple, c'est que je pourrais te dire « Je t'aime », mais avec un ton agressif, un air froid, puis la personne, elle va faire « Ben, elle se sentira pas bien. » Alors que, tu sais, on pourrait dire « Ben, je te déteste », mais avec une douceur, avec une approche, puis la personne, elle va sourire, puis elle va faire... Parce que les mots n'ont plus de sens, mais il y a tellement d'empreintes, il y a tellement l'émotion va tellement rester longtemps. C'est la mémoire qui va rester le plus longtemps, en fait. OK. Donc, quand on a conscience de ça, qu'on est dans l'acceptation en tant que proche aidant, ben on va... le non-verbal, le paraverbal va aider beaucoup à dénouer les choses, les difficultés de la vie quotidienne, la répétition et tout ça. Mais en même temps, la personne qui est proche aidante, qui est épuisée ou qui ne sait pas ou qui n'a pas les bons outils, c'est pas normal non plus des fois que ça soit frustrant, que ça soit... Tu sais, je comprends l'idéal, là, mais de manière très pragmatique, dans la vie de tous les jours, je veux dire, tu as des enfants, je sais pas si tu as des enfants, mais on les aime, nos enfants, il y a des fois qu'on n'est pas patient avec eux autres parce que dans une mauvaise journée, parce que ça fonctionne pas comme on veut. Fait que c'est pas nécessairement facile pour le proche aidant tout le temps d'être dans cette zénitude-là. Oui, le don de soi, là. La frustration personnelle qui doit nous habiter. Pourquoi c'est fatigant, là. Ouais. Comment on peut faire pour préserver aussi sa santé mentale ou ce calme, cette zénitude-là à travers le temps? Parce que des fois, ça peut durer, ça peut être long, là, avant que la personne... Oui. Mais, alors déjà, premièrement, il faut se considérer comme aidant, se reconnaître comme aidant. Parce qu'en fait, c'est à partir de là que tout commence. Effectivement, une fois qu'on a posé notre mot sur notre rôle, on va pouvoir avoir des actions et on va pouvoir aussi se dire « Ok, là, je l'ai pas choisi, ça me tombe dessus ». À l'inverse de la parentalité, par exemple, très souvent, on choisit quand même d'avoir des enfants. Mais là, le rôle du proche aidant, il nous tombe dessus et parfois, on l'a pas choisi. Et parfois, on n'est pas... on n'est pas très bon pour le poste, en fait. on n'a pas nécessairement les bons outils, là. Exact. Donc, je pense que c'est bien de le reconnaître pour pouvoir poser ses limites après. Parce que poser ses limites, ça va permettre de prendre soin de soi, de pouvoir dire « là, j'en suis pas capable ». Aider mon conjoint... Poser ses limites, tu veux dire savoir jusqu'où je suis capable d'aller? Oui. Ou qu'est-ce que j'accepte de faire puis où j'irai pas? Oui, je l'aime, mais je suis pas capable de l'aider à la toilette, par exemple. Oui, Et d'autres, au contraire,
vont le faire et il n'y aura pas de souci, mais c'est pour ça que c'est très personnel et qu'il faut être clair avec soi-même. OK. De se dire, OK, là, je suis capable, là, je suis pas capable. Et de pouvoir aller demander de l'aide. Oui, c'est là que Vraiment. vous intervenez, en fait. Ouais. Nous, puis tous les autres, demander de l'aide aux professionnels, demander de l'aide à la famille, demander de l'aide à l'entourage. Là, j'ai besoin d'aller, je sais pas, voilà, faire l'épicerie pendant 1 heure. Est-ce que tu peux rester avec ma conjointe pendant 1 heure? Ouais. Puis plus on augmente notre réseau, parce que c'est ça, nous, on ne sera pas les seuls. Je vous dirais que oui, un réflexe important, ça serait de nous appeler. C'est certain qu'on peut faire quelque chose pour vous aider. Mais les prochains temps vont avoir besoin de plusieurs, d'un réseau de soutien. Puis il y a un service qu'on n'a pas parlé non plus tout à l'heure, c'est les cafés rencontres qui sont tellement appréciés et il y en a, il y en a présentement dans la MRC Maria Chapdelaine. Les cafés rencontres se veut un milieu d'échange sécuritaire pour ventiler les émotions vécues, normaliser les émotions vécues, nos frustrations. C'est un safe space, si on veut, pour ventiler avec une conseillère qui va coacher aussi le groupe, qui va faire l'expérience des autres l'expérience nous aider des autres, nous prépare aussi à qu'est-ce qui s'en vient. Ils se sentent moins seuls. Ils se sentent OK, moins moi, seuls. je suis pas tout seul à vivre cette situation-là. OK, j'ai dénormalisé, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de pas accepter certaines choses aussi. J'ai le droit d'être énervée contre la personne, elle est plus la même. C'est un travail de deuil qu'on le fait collectivement, en fait, entre proches aidants. C'est plus facile. Tu pourrais peut-être nous expliquer, Juliette, le deuil blanc aussi. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais le principe de deuil blanc. Oui. Qui est, ben, si je vous dis pas si je me trompe, là, c'est qu'à un moment donné, quand la personne est malade, puis toute la personne décède, on se sent libéré un peu parce qu'on a l'impression qu'elle arrête de souffrir, puis elle passe à d'autres choses. Puis après ça, notre deuil embarque sur les souvenirs qu'on avait sur le passé. C'est un peu ça? C'est pas ça. Il y a ça qui se passe. Okay, mais le deuil blanc, c'est de faire un deuil de la personne comme elle était avant, en fait. La personne change tellement de personnalité que on se rend compte que très souvent les proches nous disent mais c'est plus la même, c'est plus le même. Donc en fait on commence déjà à faire notre deuil de notre conjoint, de notre mère, de notre père, de notre frère avant qu'il soit décédé. Il est encore vivant mais c'est plus du tout le même. Même si on en prend soin quasiment 24 heures sur 24, il y a un deuil qui se fait. On est en processus de deuil parce que ce n'est plus du tout la personne qu'on a mariée il y a peut-être 25-30 ans. Quelque chose que tu as dit tantôt, tu as dit, c'est là que les gens ont peut-être besoin de communiquer avec nous. Ça veut dire que quelqu'un qui a le diagnostic n'est pas nécessairement automatiquement mis en lien avec vos services? Non, malheureusement, ce n'est pas un réflexe. Je vous dirais qu'il y a certains médecins qui, eux, vont référer chez nous, qui ont ce réflexe-là de référer chez nous. On a encore beaucoup de travail à faire, en fait, là, de visibilité dans les cliniques et tout ça. Mais ça va vraiment dépendre de chacun, de chaque médecin, de chaque infirmière. On a quand même une plateforme Référence Aidance Québec qui est sur place. Cette plateforme-là, par contre, c'est vraiment pour référer un proche aidant. Donc, pas une personne atteinte, et c'est pour les professionnels de la santé. Donc, il y a une collaboration qui se fait, là, on est comme une équipe, en fait, c'est le gouvernement du Québec qui est là-dedans, avec une responsable, si on veut, du CIUS. Il y a l'appui aussi, c'est l'appui pour les proches aidants, qui est un organisme communautaire vraiment pour la proche aidance, et il y a nous, c'est comme une triade, en fait. Donc, oui, il y a des choses qui se font pour que en fait, que les troubles neurocognitifs, que les proches aidants soient vraiment accompagnés le plus tôt possible, parce qu'effectivement, on le sait que la proche aidance, avec les troubles neurocognitifs, c'est quelque chose d'exigeant, c'est quelque chose de difficile, donc ne pas rester seul et briser l'isolement, s'il vous plaît, c'est certain que ça peut vous aider, c'est sûr, plus on est accompagné, plus on a de ressources, plus on va préserver notre capacité, puis nommer les choses, puis respecter ses limites, parce que être proche aidant, ce n'est pas une obligation, dans le sens que faut avoir une conscience de qu'est-ce qu'il y en est, donc ça vient aider pour dénouer tout ça. Oui, puis ça nous tombe dessus, fait que des fois, c'est un choix qu'on n'a pas, en fait. C'est qu'on n'a pas la conscience. Au début, c'est inconscient. Bon, c'est mon père. Mon père a été atteint de la maladie, donc au début, c'est comme,
ben j'ai pas le choix, c'est mon père. Mais à un moment donné, là, tu fais comme, OK, bon, ben j'existe malgré tout, j'ai des obligations, j'ai des jeunes enfants, j'ai un travail, on a une vie aussi, il y a des choses qui... Donc, ça nous aide à limiter un petit peu, c'est ça, à mettre nos limites, je pense. Tant qu'on n'est pas conscient de ce rôle-là, ben c'est difficile. Et avec votre aide, avec tout ça, cet encadrement-là, combien de temps quelqu'un qui est atteint de la maladie peut garder une certaine autonomie avant d'être, je ne veux pas utiliser le mot placé, mais avant d'être ben, je ne sais pas quel terme utiliser, en fait, avant qu'on soit obligé, par exemple, de sortir la personne de son environnement, de son appartement, de sa maison, etc. Comment ça se passe, tout ça? Ça doit être quand même un choc aussi à ce moment-là, autant pour les proches aidants que pour la personne atteinte qui ne comprend pas nécessairement ce qui se passe, je ne sais pas. Et alors, nous, on appelle ça relocalisation. Okay. Moi, j'aime bien le mot déménagement parce qu'on déménage tous dans notre vie. Ouais. C'est un dernier déménagement, on peut dire. Ouais. Ça va vraiment dépendre de la situation globale. Est-ce que il y a des ressources autour? Est-ce que le proche aidant, à quel niveau d'épuisement il en est? Est-ce qu'il y a des difficultés comme des comportements déroutants de la part de la personne? Qui pourrait mettre, par exemple, sa vie en danger? Par exemple, oui. Ou que les changements d'humeur sont très difficiles, voire impossibles à gérer, que voilà, la sécurité est en jeu. Il peut y avoir ça, il peut y avoir le choix. Malheureusement, certains proches aidants peuvent avoir des problèmes de santé qui précipitent la relocalisation ou qui disent voilà, moi je peux plus. C'est ça. Ouais, ça peut être ça. Mais en fait, on se rend compte que quand c'est fait rapidement, que c'est pas réfléchi, mûri par les proches aidants, effectivement, ça va être difficile à intégrer, à accepter. Mais j'ai aussi certaines personnes qui me disent maintenant, on l'avait décidé, on en avait parlé tous ensemble, mon père, mes frères, mes sœurs, on a choisi où maman irait, on a choisi quand est-ce qu'elle irait, il y a une place qui s'est libérée, on était tous prêts, on lui en avait parlé, on a visité ensemble, et en fait, ça se passe très bien aussi. Ouais. Ces gens-là sont déménagés où? Comment ça fonctionne? C'est des maisons En fait, ça va dépendre du niveau d'autonomie de la personne. OK. Si on veut. Là, c'est comme, là, dans le fond, c'est vraiment un travailleur social qui va évaluer le niveau d'autonomie de la personne. Puis, selon son évaluation, on va avoir un score, si on veut. Puis là, elle va être peut-être plus éligible pour des ressources intermédiaires. OK. Ça, c'est, mettons, un petit peu plus léger. Mettons modéré, là, dans le terme d'évolution des symptômes, on dirait modéré, que là, la personne va être quand même, va avoir plus d'autonomie un petit peu, alors que CHSLD, là, c'est comme un petit peu plus, là, on est vraiment en perte d'autonomie plus importante, donc on va avoir besoin vraiment d'aide pour les activités de la vie quotidienne, s'habiller, manger, l'hygiène, la salle de bain, tout ça. OK. OK. Il y avait un dernier point que tu m'as parlé au début, au niveau de la communication. Tu parlais de communiquer. Quel type de communication tu parles? En fait, nous, encore une fois, je reviens avec l'approche centrée sur la personne, mais la communication va être super importante, en fait. De comment communiquer avec la personne atteinte. C'est vraiment ça qui va être important. C'est la clé, en fait, là, pour que ça se passe bien? Ben oui, dans les échanges, parce que la communication, c'est la manière d'exprimer ses besoins. C'est la manière de communiquer avec l'autre, de ne pas se sentir toute seule, de passer un message. Donc, c'est certain que si on outille la personne proche aidante, ben, elle va être mieux outillée pour comprendre les besoins de la personne atteinte. Puis, pour en subvenir, en fait. Parce que la personne atteinte de la maladie est vulnérable avec ses besoins. Elle est comme prise avec ses besoins, elle les vit, les inconforts de ses besoins non comblés, mais elle n'est pas nécessairement capable d'en prendre conscience. Puis même de ça, de l'exprimer à l'autre personne. Il faut un peu avoir un sixième sens pour faire « OK, quand tu as fait ça, c'est parce que normalement, elle a tel besoin. » Exactement. Puis, en fait, c'est pour ça que nous, l'histoire de vie est tellement importante. L'histoire de vie de la personne pour bien comprendre comment interagir avec elle.
c'est quoi ses besoins. Ça va vraiment nous aider à avoir la bonne approche, en fait. Qu'est-ce que, tu sais, je pense que je comprends, mais as-tu un exemple pour illustrer ça? Tu sais, comment mon histoire de vie pourrait influencer la manière dont tu communiques avec moi, mettons? Par exemple, ceux qui ont vécu des traumatismes qui sont pas forcément travaillés, ça peut ressortir parce qu'on se rend compte que, encore une fois, ça peut changer d'un jour à l'autre, mais la personne recule dans sa vie. Elle peut avoir envie un jour là d'aller chercher les enfants à l'école un soir. Quand tu n'as plus d'enfants à l'école depuis des années. C'est ça. Ah ouais. Voilà. Ou bien d'aller, de rentrer à la maison ou voir maman, alors que la mère est décédée depuis des années. Ouais. Mais souvent, c'est ça, c'est ce qui va amener des comportements déroutants, ou plutôt ce qu'on appelle, c'est des comportements des réactifs. Okay. C'est que c'est des comportements qui, pour nous, font comme, c'est pas normal. C'est des comportements qui viennent nous chercher, peut-être de l'agressivité, des pleurs et tout ça. Mais c'est que la personne, c'est un moyen, en fait, d'exprimer un besoin qui n'est pas comblé. Okay. Puis, c'est vraiment avec l'histoire de la personne, dans le sens que, mettons, qu'il y a, après le dîner, la personne elle est toujours allée marcher. Après le dîner, pendant son, mettons, 20 à 40 ans, après le dîner, c'est son habitude d'aller toujours marcher. Mais là, que tu lui empêches d'aller marcher parce que tu as peur qu'elle se perde. Ouais. C'est inquiet. Ouais. Pour sa sécurité. C'est tout à fait légitime. Ouais. Par contre, mais là, si tu l'empêches, ben pour elle, c'est comme... Elle ne comprendra pas pourquoi tu l'empêches. Puis là, il peut arriver des comportements réactifs, des frustrations et tout ça. Donc, quand on comprend l'histoire de vie, ben là, on peut dire, je vais aller marcher avec elle. Tu sais, quand on fait appel à l'histoire de vie, ben là, c'est là qu'on peut vraiment faire... S'adapter, S'adapter à la personne. Puis Juliette a apporté un bon point aussi, c'est que les souvenirs, en fait, vont être rétrogrades. C'est que la personne va perdre ses souvenirs à court terme. Après ça, elle va perdre ses souvenirs, mettons, peut-être là, 2-3 ans, 5 ans. Puis elle va vraiment vivre dans ses souvenirs, mais en allant jusqu'à ses plus jeunes souvenirs. Okay. Donc, juste, mettons, au début, ben là, effectivement, la personne peut chercher ses enfants alors que ses enfants sont autonomes et qu'ils vivent en France, qui sait. Puis, alors que si la maladie progresse, ben finalement, la personne peut chercher ses parents alors qu'ils sont décédés il y a plusieurs ans. C'est vraiment la perte de mémoire se fait vraiment graduellement avec de plus en plus, les vieux souvenirs vont faire réminiscence et ils vont vivre pour eux, ça va être leur réalité. Donc, c'est pour ça que l'histoire de vie va être super importante. Oui, je comprends. OK, c'est vraiment intéressant. Je tiens à vous dire bravo de faire ça, c'est vraiment important, puis bravo. Si on veut avoir plus d'informations, comment on communique avec vous? J'imagine que vous avez un site web, un numéro de téléphone, je ne sais pas. Oui, on a un site Internet, tout simplement. Tapez Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous allez avoir notre site Internet, nos coordonnées. Sinon, vous pouvez simplement appeler, en fait, à la maison régionale, si on veut, là, à Alma, au 418-668-0161. OK. Merci beaucoup, mesdames. Vicky Lavoie, coordonnatrice clinique à la Société d'Alzheimer du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et Juliette Lemao, conseillère aux familles régionales. Merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir éclairé là-dessus. C'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Merci aussi à vous d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs sur Stock. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Ben moi, c'est Lydia, j'ai 27 ans, j'ai du Saguenay, puis je suis éducatrice spécialisée. Je suis venue rester au pays des Bleuets, la proximité de la forêt, puis le mode de vie. Puis mon but, c'est de m'établir ici, éventuellement m'acheter une petite maison avec mon chien. Ben le monde est accueillant.
Puis j'aime que mes passions soient très accessibles, là, la pêche, la chasse. Ce que j'aime le plus, c'est que, regarde, je finis de travailler, je prépare mes affaires, 5 minutes plus tard, je suis dans le bois puis je pêche. Ce qui me faisait le plus peur, c'est de m'éloigner de ma famille. Puis finalement, en arrivant ici, je me suis fait des amis qui sont devenus un peu comme ma famille. Ah oui, je leur offrais déménager au pays des Bleuets, c'est la plus belle décision de ma vie à date. Bonjour, mon nom est Michael Gaudreau. Je suis propriétaire de Gaudreau Mini-Mécanique ainsi que Gaudreau Boutique. Gaudreau Mini-Mécanique est une entreprise qui est existante depuis plus de 12 ans, fondée en 2011. Gaudreau Boutique a été fondée en 2021. Nous vendons les produits forestiers, jardins, style, Husqvarna, Eco, Cop Cadet et plus encore. Du côté de Gaudreau Boutique, on vend aussi les produits FXR, Hooké, tout ce qui est produit de moto, plaisance, le prêt à porter pour monsieur et madame tout le monde, des enfants aller jusqu'aux adultes. Chez Gaudreau Mini-Mécanique aussi, nous offrons la vente et réparation de produits forestiers et jardins. On répare tout ce qui est petits moteurs de chaloupe, moteurs 2 temps, 4 temps, Spider, VTT, tout ce qui touche à la mécanique de moteurs à essence, ainsi que les produits électriques de marque style Ego, ainsi que Husqvarna. L'achat local, pour moi, c'est important. Je dirais que dans mon entreprise, chaque chose que je peux trouver localement, je le fais. C'est sûr que c'est pas tout le temps facile. L'avantage de l'achat local ici, c'est que on achète, puis le lendemain, on l'a. Gaudreau Mini-Mécanique ainsi que Gaudreau Boutique s'impliquent beaucoup là, en dons, en commandite pour tous les festivals, ainsi que la Fondation de l'hôpital. On redonne beaucoup à la communauté, là. Je pense qu'il est important. Étant donné que l'achat local, le monde achète beaucoup ici, bien, mon devoir, c'est de redonner à la communauté. Et quand il y a un client qui se présente, qui vient acheter, par exemple, un tracteur, bien, quand il revient pour une commandite pour le soccer, bien, moi, je trouve que c'est du donnant-donnant. C'est ce qui est important. C'est quand la personne achète toujours à l'extérieur, bien, ça devient plus dur un peu de donner, mais c'est ce qui est, dans mes valeurs, là, c'est ce qui est important. D'acheter local, on redonne au local aussi. C'est de l'argent qui se brasse ici en région, et je crois que tout le monde devrait prendre cet exemple. L'achat local, c'est un gros plus pour nous.